Aujourd'hui à Marseille, au CHU de Marseille, qui nous reçoit, le département de dermatologie. Merci beaucoup, mesdames. Nous sommes à notre 10e jour de ce Tour de France du vitiligo. Et donc, à la fois Madame le professeur Marie-Hélène Richard, Madame le docteur Stéphanie Mallet et Madame Laura Pella, psychologue, donc, vont pouvoir à la fois se présenter, nous dire peut-être précisément quels sont leurs différents rôles au sein du service de dermatologie avant de parler du vitiligo, rentrer dans le vif du sujet. Professeur Marie-Hélène Richard. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis le professeur Marie-Hélène Richard. Je suis donc dermatologue depuis une trentaine d'années et je suis donc effectivement en fonction à l'hôpital de la Timone à Marseille avec des collaboratrices actives, efficaces et on est dans une équipe très dynamique. Alors, j'en prends le relais. Moi, je suis le docteur Stéphanie Mallet, donc je suis dermatologue dans ce service également, et je m'occupe particulièrement de la pédiatrie, donc du vitiligo chez les enfants et les autres pathologies. Et j'ai aussi très à cœur de développer dans le service l'éducation thérapeutique, que ce soit pour l'eczéma, le psoriasis ou certaines dermatoses affichantes comme le vitiligo. Et c'est une formidable occasion de passer le relais à notre collègue psychologue, très investi également dans ces ateliers d'éducation thérapeutique. Donc bonjour, moi je suis Laura Pella, donc la psychologue clinicienne dans le service, et donc il m'est amené déjà dans ma pratique de psychologue de rencontrer des patients souffrant de vitiligo qui me sont envoyés par les différents médecins du service, et également d'animer des séances d'éducation thérapeutique avec les patients, donc en collaboration avec une aide-soignante du service. On l'abordera peut-être un petit peu plus tard, le sujet. Oui, on va l'aborder dans les différentes facettes de la prise en charge, tout à fait, bien entendu. Bien entendu. Professeur Marie-Hélène Richard, comment se passe une consultation aujourd'hui au sein de votre service pour le vitiligo? En fait, oui, bien sûr. Alors, moi, je suis surprise par le nombre de gens que je reçois pour une demande de confirmation d'un diagnostic. C'était le premier point que je voulais faire. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes de la part justement des patients de savoir exactement si ces tâches qu'ils ont correspondent bien à ce qu'ils ont peur d'entendre, ou en tout cas donc ce diagnostic de dépigmentation qui pour eux est souvent plus parlant en termes de phrasé, de termes, on va dire, non scientifiques au départ, plutôt que de vitiligo. Et donc il y a une forte attente déjà de reconnaître ou non la maladie. Et en tant que, on va dire, clinicienne aguerrie, j'utilise un instrument que probablement peu de mes collègues utilisent encore et je le regrette, qui est ce qu'on appelle la lumière de Wood. La lumière de Wood est une lampe à ultraviolet qui permet, une fois qu'on a obscurci une pièce, de repérer de façon tout à fait efficace et significative les lésions de vitiligo et d'en porter le diagnostic, non seulement par leur présence, mais également d'en faire un état des lieux précis. C'est une technique qui n'est absolument pas invasive et qui permet même un suivi très efficace puisqu'il n'y a pas besoin d'examen complémentaire une fois qu'on a examiné les patients avec cette lampe. Et une fois que le diagnostic est posé, en fait, il y a l'étape d'explication de la maladie, de ce qu'on en sait et du fait que très souvent, moi, je rassure les parents sur le fait, ou les personnes d'ailleurs qui consultent, parce qu'il n'y a pas que les parents. C'est vrai qu'il y a beaucoup une demande de jeunes ou de parents pour leurs enfants, mais que le vitiligo peut aussi concerner des personnes plus mûres et que quelquefois la maladie peut s'aggraver même avec le temps. Et donc, c'est une explication de la cause de cette pathologie et du fait qu'on rassure beaucoup les gens encore qui, pour beaucoup, pensent que cette maladie, elle est un peu psychosomatique et qu'elle est liée au stress, aux émotions ou à des choses qui ne sont pas réglées dans leur vie. Donc, l'explication de la composante immunologique de la maladie et donc des traitements qui en découlent est un élément très important qui rassure les gens. Alors, le fait qu'ils ne se sentent pas finalement plus affaiblis que les autres. Et l'explication, elle est aussi au fait qu'il va falloir rechercher d'autres maladies auto-immunes, et en particulier la nécessité de suivi, en particulier de la fonction thyroïdienne, avec des bilans thyroïdiens que je demande régulièrement. Et après, il y a toute une partie négociation thérapeutique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut proposer de façon raisonnable, rationnelle, ou qu'est-ce qui n'est pas justifié d'aller explorer ou dans des champs dans lesquels il ne faut pas investir
pour ne pas créer non plus de fausses attentes. Mais bien entendu, le discours doit être positif et le discours il est constructif parce qu'effectivement, il y a des opportunités thérapeutiques tout à fait intéressantes et assez faciles à mettre en place dans cette maladie. Est-ce qu'il y a une différence, peut-être passer la parole sur la partie pédiatrique, pour les enfants, est-ce que, docteur Mallet, vous voyez une différence avec les enfants, les parents d'enfants qui viennent vous consulter? Comme Mariette disait, il y a différents cas de consultation. Il y a la première consultation en disant docteur, qu'est-ce que c'est que cette dépigmentation sur la peau, ou j'ai vu mon médecin, il m'a parlé de vitiligo, est-ce que c'est bien du vitiligo? C'est vraiment le premier pas, la première consultation, et c'est un peu différent d'un patient adulte qui connaît son vitiligo depuis longtemps et qui consulte pour un suivi, peut-être pour des informations, pour du maquillage médical correcteur, pour éventuellement savoir s'il n'y a pas d'autres thérapeutiques, etc., etc. Donc, la problématique est bien différente. Et d'abord, ce n'est pas toujours du vitiligo. Et c'est vrai qu'on a la lumière de Wood facile pour essayer un peu de faire la part des choses. Et puis, c'est surtout l'explication. Pourquoi il a ça, et je rejoins encore le professeur Richard en disant il y a beaucoup des fois de culpabilisation, mais est-ce que c'est moi qui l'ai transmis? Alors il faut expliquer que ça ne se transmet pas comme une maladie génétique, il y a un terrain particulier, il y a quand même selon les pays autour d'1% des gens qui ont du vitiligo, et donc il faut déculpabiliser les parents, leur expliquer que pareil, c'est pas à cause de telle ou telle chose, on recherche toujours le facteur déclenchant, le coupable, les parents disent qu'il y a toujours quelque chose dans la vie de l'enfant auquel c'est rattaché, un problème à l'école, la maîtresse, le chien, la famille. Non, en fait, il n'y a pas vraiment de cause, il faut déculpabiliser. Et je crois que cette première phase de on confirme le diagnostic, on arrête de tourner autour du pot, on pose les bases, on explique. Et puis moi, j'explique aux enfants, c'est pas contagieux, parce que même genre, vous, en tant que patient, qu'association de patients, vous connaissez bien, mais pour certains, la première consultation, il y a ces images peut-être assimilées à la lèpre, c'est contagieux. Quoi. Il y a quand même beaucoup de fausses idées qui tournent autour du vitiligo. Et donc, on essaye de désamorcer toutes ces questions et toutes ces angoisses. Et je crois que c'est vraiment la pierre angulaire des premières consultations et de la pédiatrie. C'est véritablement, on est très en coordination par rapport aux objectifs que nous avons au travers de ce Tour de France, c'est effectivement faire mieux connaître la maladie et quelque part tenter non pas de battre en brèche toutes les fausses idées, mais en tout cas d'apporter une information certifiée, validée. On n'empêchera pas les fausses idées, malheureusement. Les fake news sont largement répandues au travers des réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que les patients qui viennent quelque part aussi après reposer la question à l'Association française du vitiligo, on a un discours qui est en tout cas de rassurant parce que vous êtes des professionnels et les professionnels de santé tout à fait à même d'apporter les bonnes réponses. Quels sont les traitements que vous pouvez, quels sont les types de prise en charge que vous pouvez proposer en fonction de la situation de chacun des patients? En fait, moi, je prends toujours connaissance de la demande. C'est-à-dire, la prise en charge, c'est un contrat. C'est qu'est-ce que vous attendez de moi et qu'est-ce que je peux vous proposer comme solution qui soit raisonnable. Il y a toujours ce mot-là qui est important. Et puis, de faire ensemble, effectivement, l'état des lieux de qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous angoisse, qu'est-ce qui est pénible dans votre vécu pour qu'on puisse, là encore, négocier entre le patient et le praticien la solution qui pourrait aider. Cette solution, elle peut être thérapeutique vraie, et moi, je suis une grande fervente, et la science le démontre, de plus en plus d'études très bien faites, randomisées, contrôlées, confirment l'utilisation des traitements immunosuppresseurs topiques comme le tacrolimus et les dermocorticoïdes en fonction des localisations pour pouvoir traiter les maladies qui sont évolutives et qui sont surtout localisées au niveau de la face. Et ça, c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup parce que c'est un outil qui est précieux et c'est un outil qui est efficace et quand il est bien expliqué et bien manipulé, on peut avoir, je veux dire, une satisfaction à la fois de la part des patients et du prescripteur qui est importante.
Ce que je récuse souvent, c'est la photothérapie UV, parce que mon expérience est souvent décevante avec le fait que d'abord des adultes, puisque je ne propose pas de photothérapie aux enfants, on va dire le fait qu'il faut qu'ils commencent leur vie de façon, on va dire, la plus saine possible. Chez l'adulte, l'investissement en temps et en disponibilité pour venir faire des séances en ultraviolet dans des services de dermatologie, puisqu'il y a de moins en moins de cabines d'ultraviolet chez les dermatologues libéraux, c'est un vrai problème aussi, est très compliqué. Et plus on s'investit, plus on voudrait en attendre des retours derrière. Et je pense que beaucoup sont malgré tout déçus du fait qu'après de très nombreuses séances, finalement, le résultat n'est pas forcément à la hauteur de leurs espérances. Et donc, ce n'est pas forcément une solution pour laquelle je fais beaucoup de promotion, parce que je pense qu'elle est plus déstabilisante et elle inquiète plus qu'autre chose. Par contre, il y a quelque chose qui est important, c'est que toute prise en charge, c'est proposer, et là encore, c'est dans cette situation de contrat, de voir les gens régulièrement. Ça fait partie de la prise en charge, même s'il n'y a pas de traitement, de faire un point 1 ou 2 fois par an, c'est non seulement discuter des évolutions thérapeutiques lorsqu'il y en a, mais c'est aussi de rassurer les patients, puisque comme on les voit, on voit mieux qu'eux, objectivement, je pense, si réellement la maladie est évolutive ou si au contraire, on a pu avoir des repigmentations significatives, puisqu'on peut tout à fait gagner dans certains territoires anatomiques. Donc, c'est autant dans ce qu'on propose que de la façon dont on prend en charge les patients qu'il y a un travail à faire et un travail à poursuivre qui est celui d'un suivi régulier, c'est-à-dire véritablement de s'engager avec les patients pour pouvoir les rassurer et faire le chemin ensemble. Vous parliez tout à l'heure d'éducation thérapeutique, d'ateliers de maquillage correcteur, de prise en charge psychologique. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur vos modalités pratiques d'intervention, Madame Pella? Oui, bien sûr. Alors, comme vous m'entendez? Pardon, oui. Je disais, comme les médecins l'ont dit, plutôt il y a une répercussion donc, psychologique sur les patients, notamment sur la qualité de vie. Donc, c'est important que l'aspect psychologique soit pris en charge dans le service. Donc, il y a une altération de l'image du corps parce que c'est une maladie qui se voit, donc ça peut diminuer l'estime de soi. Chez les jeunes notamment, il peut y avoir des problèmes sociaux par rapport à des moqueries ou autres. Également, dans les formes plus graves, il peut y avoir de l'anxiété ou de la dépression. Donc, c'est important qu'il y ait un suivi psychologique qui soit mis en place. Ensuite, d'un point de vue d'éducation thérapeutique pour le patient, donc, nous nous occupons donc des dermatoses affichantes, que ce soit vitiligo, angiomes, sclérodermie. Et donc, il se compose du maquillage médical correcteur. Donc, c'est un programme qui est autorisé et financé donc, par l'ARS à hauteur de 250 € par patient et par an et qui est constitué d'un guide de bonne pratique. Donc, tout d'abord, nous faisons un bilan éducatif. Pardon, je suis un petit peu… Avec le masque et le canard, je manque d'oxygène, excusez-moi. Je vais me reprendre. Donc d'abord, je le fais en partenariat avec Francine, donc, qui est une aide-soignante du service. Donc elle s'occupe de l'aspect maquillage pratique et moi donc de l'aspect psychologique. Ensemble, nous faisons un bilan éducatif, donc où nous allons voir les objectifs ensemble avec le patient. Pardon, je reprends mon souffle, j'en peux plus. Reprends ton souffle. Donc, la première partie, c'est vraiment le contrat. Qu'est-ce que ce dont le patient a besoin et qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Et on lui présente les différents ateliers que nous faisons, une prise en charge psychologique, ça peut être du maquillage médical correcteur. On explique aussi aux patients, par exemple, la complémentarité des couleurs et il y a vraiment des ateliers pratiques où les gens se maquillent, où les gens se font maquiller. Il y a des ateliers individuels, des ateliers collectifs. Donc, il y a quand même une grosse palette d'offres. Et d'ailleurs, on ne fait pas des ateliers spéciaux vitiligo parce que, en fait, c'est vraiment le principe de la prise en charge psychologique que Laura fait parfaitement bien et que ça soit une cicatrice d'exérèse de cancer, de brûlure, quelle que soit la lésion, la couleur ou la région à camoufler, parce que si je parle d'atelier de maquillage, les garçons vont partir, donc je parle de camouflage
En général, ça passe beaucoup mieux comme ça. Et donc, du coup, D'ailleurs, nous Laura… en avons des hommes qui viennent et qui redemandent parce que c'est des techniques qui sont très simples en fait, mais que les personnes ne connaissent pas. Et donc, Francine, elle leur apprend le jeu des couleurs par rapport à la dépigmentation de la peau, elle leur apprend la technique. Et après, ensemble, nous, on voit l'aspect psychologique. Donc, s'il y a un retentissement au niveau familial, au niveau professionnel, s'il y a besoin d'un suivi psychologique par la suite, je peux également le proposer pour que le patient puisse mettre en mots tout ce qu'il ressent. Et puis éventuellement, donc, à chaque fois, nous adressons au médecin traitant un courrier, comme quoi il a informé donc, que le patient a suivi le programme d'éducation thérapeutique. Et s'il y a besoin de renforcer certains points à la fin, donc, nous pouvons le reproposer pour l'année prochaine. Moi, je voudrais rajouter un point qui est très important, c'est que je voulais souligner l'aide importante apportée par l'industrie pharmaceutique et les cosmétiques en particulier, puisque c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir justement les outils de ce maquillage médical, des outils parce que ce sont eux qui ont développé ces palettes de couleurs, qui manipulent qui ont entre guillemets fabriqué ces cosmétiques, qui sont effectivement très, très bien mises en valeur et très bien utilisées par certaines personnes qui sont particulièrement douées dans le service pour ça. Mais que là encore, vraiment, c'est grâce à l'industrie cosmétique qui nous offre ces outils que nous pouvons proposer ces solutions aussi qui seront très, très appréciées des patients parce que c'est vraiment un outil de gain de l'estime de soi qui est fondamental parce que c'est immédiat le résultat. C'est ça qu'il faut voir et que c'est reproductible. Et c'est pas juste, on peut faire, hein, mais on peut proposer juste un atelier de maquillage médical correcteur, mais ce que Laura propose dans ce programme d'éducation thérapeutique du patient, c'est vraiment un accompagnement du patient dans sa globalité. Mais tu en parles beaucoup mieux que nous parce que tu le fais vraiment au jour le jour, mais c'est vraiment quelque chose de très global pour le patient. C'est une expérience qui est conduite au sein de l'Association française de vitiligo depuis quasiment 25 ans maintenant, et qui sont pilotés ces ateliers de maquillage correcteur par aussi une psychologue clinicienne, d'ailleurs une de vos consoeurs, par une des vice-présidentes de l'Association française du vitiligo, qui est Martine Carré, et qui a vraiment eu une expertise, qui a une expertise particulièrement importante, parce qu'on en est à plus de 150 ateliers de maquillage correcteur, qui regroupe en général on va dire entre 8 et 10 personnes. L'objectif étant effectivement, alors, centré sur le vitiligo, mais aussi de permettre, comme vous le faites, de pouvoir permettre aux gens de se parler, de discuter, de faire part de leurs problèmes. Et entre le moment du démarrage de l'atelier de maquillage correcteur et la fin, au bout de 3 heures ou 4 heures, on a des gens qui sont véritablement transformés. Ce que vous signaliez, c'est il y a une immédiateté, il y a la possibilité de parler de sa maladie, de rencontrer quelqu'un qui va comprendre la maladie, et puis d'autre part, de voir qu'il y a une solution. Est-ce que vous utilisez par exemple des autobronzants au niveau de l'atelier maquillage? Oui, d'accord. On ne vous entend plus. Le micro est coupé à votre niveau. Hello la régie. On peut proposer des autobronzants. Est-ce que ça revient le son? Le son est revenu, oui. Donc, on peut proposer des autobronzants, mais clairement, c'est quand même le maquillage en lui-même et donc les cosmétiques correcteurs qui sont plus utiles. D'abord parce que l'autobronzant ne protège pas la peau du soleil et on sait quand même qu'il faut être vigilant vis-à-vis de ça. Et qu'à l'inverse, les cosmétiques, non seulement, on va dire, restructurent la couleur de la peau et permettent de diminuer ces inégalités de couleurs si affichantes, mais également ont des effets protecteurs qui sont loin d'être négligeables. Hein. Donc, bien entendu, c'est très important. Vous parliez tout à l'heure, professeur, de contrat. Qu'est-ce qui vous semble important dans le contrat avec un patient atteint de vitiligo ou d'une dermatose affichante? Le contrat, c'est de savoir écouter l'autre dans les deux sens, c'est-à-dire d'entendre et d'écouter et de toujours se mettre, en tout cas à notre niveau soignant,
au niveau donc, du langage, de la compréhension et de l'attente des patients, comme je le disais tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, avec le respect justement du fait qu'ils sont dans une situation qui est difficile, qui même si elle n'est pas vitale, c'est-à-dire qu'elle n'engage pas, on va dire, la vie de quelqu'un, en termes de fin de vie, elle engage quand même sa vie affective, personnelle, symbolique, de manière extrêmement forte parfois. Elle engage l'angoisse des parents vis-à-vis des enfants parce qu'il y a derrière le fait d'avoir raté quelque chose. Je ne sais pas, tu peux peut-être en parler un peu, Stéphanie, le vécu des parents. Très difficile. En fait, des fois, moi, je vois, pas des fois, je crois, dans une grande majorité des cas, des familles qui arrivent et en fait, les enfants s'en fichent, mais complètement. C'est une petite particularité et les parents sont extrêmement affectés en se disant comment mon enfant va le vivre, projettent peut-être plein de choses négatives, une angoisse, une culpabilité. Et des fois, quand je parle aux enfants, je dis bon, tu préfères t'enquiquiner à mettre une crème tous les soirs ou tu t'en fiches? Les femmes disent bah non, docteur, je m'en fiche. Moi, je préfère ne pas mettre de crème et que ça reste comme ça. Bah, vraiment, on est surpris par le vécu des enfants. Alors, bien sûr, parfois, le vécu n'est pas aussi facile, notamment chez certains adolescents. Et il y a forcément parfois une grosse demande thérapeutique. Donc, on essaye de proposer, mais c'est vrai que parfois, on leur propose aussi du maquillage médical correcteur parce qu'on est, même si c'est une pathologie fréquente, les vitiligo, on n'est pas toujours bon dans la thérapeutique et il faut qu'on reste humble. J'espère qu'on aura demain de nouveaux traitements plus efficaces, mais aujourd'hui, dès le départ, je dis, écoutez, on va essayer, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours faire repigmenter le vitiligo. Et ça, je le dis souvent à mes patients. Merci. Mais justement, concernant dans l'attente des nouveaux traitements ou des pistes de traitement dont vous pourriez nous parler éventuellement, professeur, quels seraient les quelques conseils qui vous sembleraient utiles pour quelqu'un atteint de vitiligo de respecter? On sait qu'il y a ce qu'on appelle dans le vitiligo des phénomènes dits de Koebner, c'est-à-dire que le traumatisme d'une peau va déclencher de façon privilégiée la survenue de plaques de dépigmentation. Donc, c'est assez logique de voir des lésions qui se développent sur le dos des mains, sur les coudes, sur les genoux, etc. Et donc, moi, j'ai toujours le conseil d'essayer de proposer aux gens de ne pas trop traumatiser leur peau pour ne pas attirer, alors c'est le mot un peu symbolique, hein, la formation des plaques de dépigmentation dans les zones qu'ils auraient tendance à trop solliciter mécaniquement. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième conseil, c'est qu'on est sur Marseille dans une région qui est quand même très ensoleillée. Et autant l'exposition solaire, puisqu'on va proposer de la photothérapie, fait partie des outils de prise en charge, autant malgré tout, la peau de la personne qui est atteinte de vitiligo n'est plus protégée des expositions solaires et de l'impact des ultraviolets. Et moi, je recommande une protection malgré tout, parce qu'on sait très bien que la crème solaire va protéger des érythèmes, va protéger des coups de soleil, va filtrer une partie des ultraviolets, mais elle va en permettre malgré tout d'en faire arriver une certaine partie dans la peau et que même avec une protection solaire, on peut espérer avoir un bénéfice indirect de la lumière. Donc, attention à la lumière, pas trop dans les lumières vives du milieu de journée, plutôt début et fin de journée pour malgré tout profiter, on va dire, des plaisirs des plaisirs de notre région, mais avec l'utilisation de crème solaire. Moi, c'est un petit peu mes recommandations. Et j'essaie d'éviter de trop... on a développé, comme beaucoup d'équipes, les techniques de greffe mélanocytaire, parce que dans les techniques qui existent déjà, cette technique chirurgicale a fait son chemin, elle est validée, elle est malgré tout assez aléatoire et elle est quand même assez lourde en pratique. Hein. Et puis surtout, il y a un coût derrière qui est loin d'être négligeable et il n'y a pas forcément de garantie d'un résultat homogène ou satisfaisant. Donc, c'est quelque chose pour lequel il y a véritablement une discussion à avoir et un encadrement à faire avec les chirurgiens qui prennent en charge ces techniques et les patients pour que ce ne soit pas non plus la porte ouverte à beaucoup trop de désillusions. Bien, mesdames, je vous remercie de cet entretien, de cette présentation. On aurait préféré vous voir en direct, être à vos côtés. Nous aussi. On vous dit à très bientôt.
Mais nous sommes sûrs que les choses vont s'améliorer. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on espère que… Si, quand même, une dernière question. Qu'est-ce que peut, à votre avis, qu'est-ce que peut apporter une association de malades telle que l'Association française du vitiligo à vos côtés? Alors, beaucoup de choses. En fait, moi, malheureusement, une consultation, on voudrait que ça dure 1 heure parce qu'on a tellement de choses à partager avec nos patients que parfois, on n'arrive pas à répondre à toutes les questions. Et moi, j'oriente souvent les patients. Ils vont sur Internet. Alors, des fois, sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des choses très bien faites. Par exemple, c'est l'équipe de Nice là, qui, je crois, a participé à un titre qui s'appelle Cure-Vitiligo, qui est très, très bien fait avec un petit quiz vrai-faux, les idées, etc. Donc ça, je leur donne cette information et je leur parle également de l'existence d'associations de patients. Et après, il y a des gens qui ont besoin, qui ont envie, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément envie de prendre contact avec une association de patients. Mais le fait d'être là, d'être disponible pour des gens, des familles qui sont en demande, ça, c'est énorme. C'est énorme. Et vous ne pouvez pas savoir tout le bien que vous faites à nos patients. Très bien. Donc, merci de ce relais. Voilà. On a besoin de vous. Voilà, exactement. Comme nous avons besoin de vous, mesdames. Merci beaucoup en tout cas. Et puis à très bientôt à Marseille ou dans un autre lieu en présentiel le plus rapidement possible. Prenez soin de vous et bravo pour votre engagement. Ouais, merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.